Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Nous allons parler aujourd'hui de deux sujets. Le premier, c'est la nomination du Premier ministre du Niger. Le second, c'est la peur d'Alassane Draman Ouattara de son armée. Je tiens ici à vous dire qu'Alassane Ouattara, vu que c'est le sujet dont je vais commencer, a clairement peur de son Niger. Et c'est surprenant quand on sait qu'Alassane Ouattara veut envoyer une armée au Niger. Pourtant, lui-même n'a même pas confiance de son armée. Vous savez que M. Ouattara a une peur bleue des armes, parce qu'il pense qu'une arme à côté de lui est synonyme de danger. Il sait très bien que l'armée ivoirienne ne l'aime pas et qu'il n'a jamais été protégé par l'armée ivoirienne, surtout qu'il n'a pas été installé par elle et dont il a peur. Habituellement, lors des défilés, Alassane Ouattara exige toujours à son armée de défiler sans les armes. Et donc, même les personnalités les plus haut gradées de l'armée ivoirienne se retrouvent souvent sans armes, à défiler quand Ouattara est là, parce que Ouattara n'a pas envie d'avoir une arme à côté de lui. Mais cette fois-ci, il a mieux fait. Il vient d'humilier une personnalité qui est tellement gradée dans l'armée, en demandant à celui-ci, cette fois-ci, de bien évidemment porter une arme, mais seulement une arme déchargée. Vous pouvez très bien regarder dans cette arme-là, quand vous faites très bien attention, qu'il n'y a totalement pas de cartouche, il y a pas de balle, il n'y a rien. Parce que vers le bas de l'arme, on voit très bien que l'arme a été, que les balles, le chargeur et tout ont été retirés. Il y a totalement un trou, c'est vide, on voit très bien qu'il n'y a rien. Ça démontre ici à quel point le monsieur a une peur bleue de son armée. Il ne fait pas confiance à son armée. Vous voyez, c'est comme ça quand vous êtes un président non légitime. Vous avez toujours cette peur bleue. Malgré le fait que vous mettez autour de la sécurité de votre pays les membres de votre famille, tous vos proches. Malgré cela, vous n'êtes toujours pas capable d'avoir une totale confiance. Malgré que le ministre de la Défense soit son petit frère ou alors son fils, malgré que le chef de l'état-major, soit, c'est-à-dire sa personne personnelle, malgré que tous ceux qui dirigent l'armée soient tellement proches de lui, Ouattara n'a toujours pas confiance et aujourd'hui, il est obligé de demander aux soldats de porter presque des armes en jouet, des armes complètement déchargées, de peur que lui, Alassane Ouattara, ne prenne une balle par surprise. Mais pourquoi on va te tirer une balle si tu fais un bon travail, si tu développes ton pays et si tu fais tout ce qu'il y a à faire? Vous voyez, ça, c'est de l'humiliation. Et Ouattara, c'est le maître des humiliateurs. À côté de ça, venons donc sur le deuxième sujet qui est le plus intéressant, c'est la nomination du Premier ministre du Niger, Monsieur Ali Mahaman Lamine Zen. Et donc ici, en nommant déjà un Premier ministre, c'est déjà un bon pas en avant parce que ça nous démontre que le gouvernement du Niger se prépare à une prochaine étape. Lastime, écoutons ici le porte-parole du gouvernement du Niger. Décret portant nomination du Premier ministre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, M. Lamine Zen Ali Mohamed est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le 7 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Décret portant nomination du président de la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er. Le général de brigade Amadou Didili, matricule OASM, est nommé président de la haute autorité à la consolidation de la paix. Article 2. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le 7 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Décret portant nomination de l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie nationale. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er. Le général de brigade Abou Tegue Mohamedou, matricule OASM, est nommé inspecteur général des armées et de la gendarmerie nationale. Article 2. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger.
fait à Niamey le 7 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Décret portant nomination d'un chef d'état-major particulier du président de la République. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, le colonel Ibro Amadou Bachourou, matricule OASM, est nommé chef d'état-major particulier du président de la République. Article 2. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le 7 août 2023, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Décret portant nomination d'un chef de corps de la garde présidentielle. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, le lieutenant-colonel Habibou Assouman, matricule OASM, est nommé commandant de la garde présidentielle. Article 2. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Fait à Niamey le 7 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Après avoir écouté le porte-parole du gouvernement du Niger, nous sommes tous d'accord qu'avec la nomination du Premier ministre et les différentes nominations, bientôt nous aurons donc enfin un gouvernement de transition. Parce que bien évidemment, c'est le Premier ministre qui est chargé de nommer un gouvernement. Donc d'abord lui il a été nommé et c'est à lui maintenant de proposer les membres du gouvernement au président et maintenant le président lui maintenant et lui vont travailler, c'est-à-dire en concertation pour voir les qui doivent rester et les qui ne vont pas rester. Regardez très bien qu'ici nous assistons au même processus entre le Burkina, le Mali et aussi la Guinée. Ce sont presque les mêmes processus parce qu'aujourd'hui il y a un système qui sera totalement différent des autres gouvernements. Et donc pour nous, comme nous étions en train de dire hier, le gouvernement du Niger doit déjà avoir un gouvernement de transition reconnu et le président doit déjà prêter serment et c'est en prêtant serment qu'il sera reconnu à l'international et que ceux qui voudront encore contredire les décisions qui seront prises par son gouvernement pourront donc subir les conséquences. Maintenant nous savons que le Niger a commencé à répondre coup par coup. Si tu ne reconnais pas le gouvernement ou alors tu ne reconnais même pas les autres diplomatiques, il rappelle ses ambassadeurs et il renvoie tes ambassadeurs chez toi. C'est maintenant, c'est-à-dire une relation de réciprocité. Tu me donnes un coup de poing, tu reçois le coup de poing. Ce sont ces relations-là que l'Afrique demande maintenant et nous avons maintenant des partenaires égaux qui peuvent discuter avec nous sur le même pied d'égalité. J'ai vu hier dans un des commentaires je ne sais pas si c'est un abonné qui a dit que normalement c'est nous qui avons les ressources, c'est nous qui avons les richesses et donc quand les richesses là sortent du sol, normalement nous devons avoir 60% et celui qui fait tout le travail doit avoir 40%. Je suis du même avis avec toi frère, ça peut même être plus, hein? On peut se retrouver à 70, 80, tout dépend des négociations. Donc ceux-là qui dirigent nos États, les présidents, que ce soit présidents légalement installés ou même présidents qui sont venus par des coups d'État, tout dépend de la façon dont ils vont négocier avec les partenaires en face. Parce que oui, tant que nous avons le sol riche, tôt ou tard, nous aurons forcément des solutions pour ça. Nous pouvons aussi choisir, n'est-ce pas, d'envoyer, c'est-à-dire nos enfants étudier, faire de longues études pour pouvoir acquérir le savoir. Et demain, nos matières peuvent même être, c'est-à-dire travaillées par nos propres mains. Et du coup, on n'aura même plus besoin d'avoir un partenaire pour faire cela. Pourquoi eux sont des partenaires? Pourquoi la Russie va être notre partenaire? La France, la Chine, les États-Unis, l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont le matériel, parce qu'ils ont les moyens pour faire cela. Et pourquoi nous ne pouvons pas atteindre ce niveau-là un jour? Je pense donc que c'est ça que nous regardons aujourd'hui. Notre véritable souveraineté, indépendance, voudrait qu'à un moment donné, nous soyons capables de faire et de travailler, de transformer nos matières premières chez nous. Nous soyons totalement autonomes, quoi. Et dans ce sens-là, nos matières premières nous reviendront donc à 100% et nous pourrions donc signer des contrats de manière totalement totalement à ne même plus utiliser comme gage encore nos matières, j'ai de ne plus se retrouver à partager ce qui nous revient totalement de droit. Donc je partage votre avis, chers abonnés, mais seulement les réalités sont souvent très difficiles quand vous n'avez pas le matériel, quand vous n'avez pas la bonne, c'est-à-dire les bonnes connaissances et les bonnes compétences pour exploiter votre mine. Et quand vous n'avez pas toutes les entreprises de transformation, là ça cause un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, les différents pays qui sont en train d'ouvrir
des entreprises de fabrication dans nos différents États sont en train de faire le bon boulot. Imaginez-vous si par exemple en Côte d'Ivoire, tout le chocolat, le cacao, la narcade, si tout était refabriqué là-bas, vous voyez très bien que ces pays devaient être très très riches. Quand vous êtes le premier exportateur du cacao et que vraiment vous n'êtes pas capable de prendre les 50% de ce que vous exportez, alors là, il y a un problème. La team CC étant dit, voilà les deux informations que je vais vous donner ce matin. On se voit pour d'autres vidéos au courant de la journée.